Donc, les réflexions qui ont été soulevées aujourd'hui dans les différentes interventions sont à quelques détails près celles qui sous-tendent le livre dont on va parler aujourd'hui, donc le roman de Catherine d'Anjou, Le Plan. Le titre de notre intervention, Tapis dans mon bunker, je graverai sur le sol qu'il est inutile de courir, est une citation tirée du livre. C'est un roman qui met en scène un homme opprimé par les espaces du quotidien et toutes les interactions que les conventions sociales l'obligent à son corps défendant. Entre lui et le monde, c'est un personnage qui voudrait se soustraire du monde dans son appartement de la rue Cartier à Québec, où il va construire un bunker dans une pièce condamnée de son appartement pour se protéger de toutes les apocalypses possibles. Pour lui, il doit être prêt, donc il se tient prêt en rédigeant des listes et en construisant son bunker. Il y a un plan pour chacune des éventualités de sa liste, donc que ce soit une guerre mondiale, une guerre bactériologique, une guerre civile, etc. Il doit se tenir prêt parce que l'apocalypse va survenir. Et il prévoit tout jusqu'à l'extrême, donc le roman accompagne le personnage qui n'a qu'une seule envie, qui serait celle de vivre selon ses propres règles, avec ses propres peurs. Et c'est un roman, bon, que je me permets, en tant qu'éditeur, de dire qu'il est terrible et drôle à la fois et qui pose de multiples questions sur la différence et la folie, sur notre rapport au monde, nos anxiétés quotidiennes aussi, qu'elles sont en lien avec notre identité ou les repas congelés qu'on peut avaler. Et à propos du roman, donc Catherine d'Anjou, tu as dit ceci: « Je pense que les notions de différence, d'hétérogénéité et d'une certaine façon de marginalité influencent mon écriture. Comment quelqu'un arrive-t-il à se débrouiller face au monde si celui-ci ne lui convient pas? » Donc ça, c'est des propos que tu as tenus dans le privé d'une conversation qu'on a eue. Et moi, j'aimerais dans les prochaines minutes qu'on s'intéresse à partir de ces propos-là au topoi de la fin du monde et de la destruction tels qu'ils sont mis en place et déployés dans ton roman. Donc dans le plan, le désastre n'arrive jamais, sinon dans l'esprit dérangé du protagoniste. Donc il n'y a pas de guerre bactériologique ou nucléaire, il n'y a pas d'apocalypse. C'est dans les obsessions et les phobies du personnage que le désastre se dessine et qu'il finira par advenir pour lui seul, finalement. Et c'est un personnage, un roman en fait qui serait apparemment déconnecté du social si on voudrait lui reprocher quelque chose, parce qu'il est concerné par un protagoniste qui est hautement fictif et imaginé, mais à mon avis on n'est pas moins le roman est pas moins susceptible de nous fournir des pistes de réflexion plus globales sur l'état du monde et sur l'état de la littérature. Moi je vois les choses quand même assez grandes comme ça. Et donc ma première question va aller dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a dans ton écriture un désir de dire quelque chose sur l'état du monde? Ou sinon, en d'autres mots, est-ce que le personnage de Baptiste, donc qui est un des noms qu'on peut donner au protagoniste, prisonnier jusqu'à la folie de ses obsessions de la faim, est-ce qu'il représente autre chose qu'un être de papier pour toi? Là, j'inventerai rien, là. Je pastiche plusieurs auteurs qui l'ont dit, mais en écrivant, j'essaie de m'expliquer un peu des choses que je comprends pas. Écrire, pour moi, c'est un laboratoire. Je prends un personnage et je fais des expériences avec lui. C'est ce que j'ai fait avec Baptiste. J'ai essayé de voir qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un décidait que de vivre avec ses propres règles. Oui, je comprends le monde, comment il fonctionne. Ça me convient pas. Je me révolte et je fais qu'à ma tête. Qu'est-ce qui arrive si je pousse cette idée-là à l'extrême? C'est précisément ce que j'ai fait avec Baptiste. Et à titre informatif, là, c'est peut-être pas la meilleure idée que vous auriez là, dans votre vie. En plus, ce qu'il fait, c'est que c'est pas dans un désir de destruction de l'autre. Il va juste se retirer du monde. C'est seulement un mépris. Il n'entre pas dans une logique de destruction. Il fait juste attendre en se disant, bon, considérant que ces gens-là sont visiblement dans l'erreur, ils vont probablement être éradiqués d'eux-mêmes éventuellement s'il y a une apocalypse ou quelque chose. Ils sont pas prêts. Ça peut pas bien se terminer. Donc, laissons la vie les éliminer pour moi. Il n'y a pas une volonté de tuer ou peu importe. C'est vraiment juste de se sortir du monde. Pour moi, c'est évident que c'est plus qu'un être de papier. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre un petit peu la somme des rencontres, de mes expériences et tout ça, des gens que j'ai rencontrés qui vivent de l'anxiété, qui sont agoraphobes, etc., ou à la limite misanthropes, de mettre ça dans un personnage, puis essayer de voir, si on brasse un peu, qu'est-ce que ça donne. Je pense pas qu'il puisse exister au complet dans la réalité, là, comme tu disais, si on a un reproche à faire à mon roman, c'est peut-être que ce personnage-là est complètement inventé. Mais je pense qu'il existe par fragments chez beaucoup de personnes. Et ces traits de caractère-là que tu amalgames dans un personnage, en quoi est-ce que serait intéressante pour la fiction? Pour ce type de fiction du désastre? En fait, je pense que le plaisir de la fiction est là. On l'a vu aujourd'hui là, avec, je pense notamment Marie-Hélène et ses personnages. C'est d'explorer ça, d'explorer quelque chose
auquel on n'a pas accès, quelqu'un qui décide que le monde lui convient pas, qu'est-ce qui arrive? C'est le fun. Mais je pense que c'est ça, l'intérêt de la fiction, c'est de s'expliquer la réalité. Et puis, tu as dit que tu avais choisi de prendre un personnage pour lequel les règles du monde ne convenaient pas et qui décidait de se rébeller. Donc, je sais pas si c'est le terme que tu as utilisé exactement. Mais donc, est-ce qu'il y aurait dans la destruction une forme de rébellion ou de volonté de fuir le monde qui serait plus que celle de simplement se retirer? Moi, je veux pas de rébellion, surtout, je vais reparler de Marie-Hélène, mais ces personnages étaient vraiment dans je pense notamment à Mickey, c'est ça, celui qui fout le feu à une maquette. Il y a vraiment une intention de nuire, tandis que dans mon cas, Baptiste décide de se retirer, mais il dérange pas vraiment personne, à part certaines personnes qu'il rencontre, avec lesquelles il y a peut-être un comportement un peu particulier, mais mis à part ça, il n'y a pas de rébellion au sens propre. J'ai l'impression que actuellement, il y a peut-être une envie de faire des constats ou peut-être même des prédictions parce qu'on l'a vu aujourd'hui, l'imaginaire de la destruction est un peu partout dans la littérature contemporaine. Puis, c'est sûr que ça m'apparaît un peu prétentieux de dire ça comme ça, de dire qu'il y a une volonté presque d'envoyer un avertissement. Je pense qu'on essaie de tracer peut-être quelque chose qui est tangible, soit que ça a peut-être déjà mieux été là, sur la planète. Les guerres, c'est pas nouveau, mais il y a des considérations écologiques dont je pensais qu'on allait parler un petit peu plus ce matin, mais finalement, ce n'est pas arrivé. Mais il y a une espèce d'omniprésence de la fin annoncée quand on ouvre les nouvelles. Bon, ben, on voit des petites fins, finalement. On voit des petites fins du monde un peu partout. Fait que c'est sûr que je pense que ça se répercute dans l'écriture. En tout cas, chez moi, c'est un des moteurs parce que c'est ce qu'on voit toujours. Donc, si quelqu'un est moindrement anxieux par rapport à ça, il y a matière à ce qu'il délire chez lui tout seul dans son bunker, par exemple. Puis si je mets, je vais dire un petit truisme, mais c'est sûr que plus on construit la littérature, on parle de destruction, de littérature de la destruction, et plus on en parle, plus on construit cette littérature-là. Fait qu'il y a quelque chose un peu d'intéressant là-dedans, du fait de construire quelque chose à partir de la destruction. Bref, la rébellion, pour moi, ça doit être en partie conscient. Je pense que ça doit s'inscrire dans une démarche. Peut-être que je suis idéaliste là-dessus, mais pour moi, la rébellion fait vraiment écho à un désir, à une prise de position par rapport à quelque chose, tandis que Baptiste est passif. Il réagit plus ou moins, il décide que ça lui convient pas, puis il part vivre de son côté, mais il détruit rien, il nuit à personne, il est tout seul. Je pense qu'il veut plutôt se prémunir contre l'idiotie des gens. En fait, il est persuadé d'être le seul à savoir bien mener son existence. Puis par conséquent, il peut pas se fier à personne, comme je disais d'entrée de jeu. Et cette volonté-là, au fil du roman, va être poussée jusqu'à l'extrême. Au final, c'est la réalisation de cette volonté-là qui va l'amener à détruire lui-même son propre univers. Là est un peu l'ironie, là. Le désir de se protéger d'un monde qui croit inadéquat l'amène finalement à détruire le peu de choses qu'il avait réussi à construire. Et donc aujourd'hui, on a évité le piège de vouloir dresser, en tout cas, une certaine typologie de la destruction qui serait, à mon avis, un peu trop rigide, mais on a vu quand même, en tout cas, je pense, différentes formes, que ce soit la destruction active chez des personnages comme ceux des romans que tu évoquais tout à l'heure, dont Marie-Hélène a parlé, ou d'une destruction plus passive, ou d'une autodestruction dont Laurence a parlé tout à l'heure. Je pense que on pourrait facilement essayer de classer les romans dans certaines catégories, mais c'est pas ça qui m'intéresse davantage que de la part de la personne qui écrit, parce que là, on a la chance de pouvoir discuter avec toi, qui est sans doute, j'ai pas la prétention de dire que on a comme une nouvelle échenose devant nous, mais c'est bien aimable. Mais je pense que ça peut être intéressant quand même de savoir s'il y a de la part de l'écrivain une rébellion ou une fuite aussi dans ces écritures-là, ou si c'est seulement un constat, comme tu l'as mentionné tout à l'heure. Dans mon cas, parce que je parle pour moi et de moi aujourd'hui, je suis bien désolée, mais oui, c'est principalement ça en fait. Puis je pense que c'est pour ça que je fais beaucoup d'ironie par ailleurs, c'est que il y a beaucoup de choses que je trouve absurdes,
Puis écrire, c'est une façon pour moi d'extérioriser cette absurdité-là. La rébellion, si Baptiste en a pas une, il y en a une de ma part. Parce que ce personnage-là est en réaction, en fait, avec ce que je juge qui est peut-être pas une aberration, je dirais pas jusque-là, mais cette espèce de désir de vivre constamment en communauté, puis d'évacuer un peu le besoin de solitude peut-être qu'il y a chez l'humain. Je trouve qu'on nous... La collectivité est hyper importante, là, c'est pas ce que je remets en question, mais je trouve que la solitude puis le besoin de vivre un peu par soi-même est un peu éludé souvent, en fait, ou qui a un côté négatif qui est associé. Être seul, c'est être seul. Il n'y a pas vraiment de valeur positive qui est associée à ça. Puis je pense que en mettant justement de l'avant ce personnage-là, j'ai voulu un peu questionner aussi les codes qui régissent notre collectivité. Jusqu'à quel point on a besoin d'être tous uniformes, d'aller ensemble dans la même direction et d'y être heureux. Ce que je voulais montrer peut-être un peu, c'est que le monde dans lequel on vit ne convient peut-être pas à tout le monde et que c'est pas une mauvaise chose. Par exemple, le cadre scolaire est un cadre hyper strict dans lequel je pense pas que tout le monde puisse rentrer et s'y épanouir. Mais à moindrement que tu es hors de ce cadre-là, il y a une connotation qui est négative. C'est un peu cette remise en question des cadres-là peut-être que j'essaie de faire au sens large. Et ça, c'est possible dans la littérature plus que dans le monde, d'après toi? La littérature est un moyen. Concrètement, je suis moins activiste peut-être, fait que je saurais pas comment m'y prendre. Mais je pense que la littérature a ça de bien qu'on peut... puis là, j'ai l'impression d'être un cliché sur deux pattes, mais qu'on peut réfléchir, puis voyager, puis explorer des possibles. Qu'est-ce qui arrive ici? Pour moi, c'est ça un peu la littérature. Qu'est-ce qui arrive ici ou qu'est-ce qui serait arrivé ici? Super. On a un peu le... J'ai comme pas de segway vers la prochaine question que j'avais pris. Je suis désolée. Non, c'est correct. Parce qu'en fait, on a un peu le mandat aussi de conclure les diverses discussions qui ont été menées aujourd'hui. Donc, j'essaie de revenir sur certains des thèmes. Évidemment qu'on va les aborder à partir de ton livre à toi puis de ton expérience. Mais il y a la question de la spatialité qui est assez importante dans l'œuvre de destruction. Et le personnage de ton livre, ça donne bien parce qu'il est obsédé par la spatialité. Il va tenter de contrôler son environnement. Donc, quand on parle de le plan, bon, c'est le plan avec un P majuscule, donc son plan pour survivre à l'apocalypse, mais c'est une série de petits plans aussi et qui va élaborer pour toutes les situations du quotidien et même des plans littéralement au sens de cadastre là, de la rue, quartier où il habite, qui l'arpente à tous les jours, qu'il dessine à tous les dimanches. Donc, pour être vraiment dans une espèce de connaissance complètement obsédée de son environnement physique et il va modifier son environnement physique dans son appartement, entre autres, pour être prêt à toutes les éventualités. Et donc, la fin du monde, pour lui, ce serait un peu, entre autres choses, la perte de contrôle sur son environnement. Et donc, moi, je voulais te poser la question, qu'est-ce que la destruction révèle sur notre rapport à l'habitation et à l'espace? À partir, bien sûr, de ton expérience. J'ai un petit flash. Par perte de contrôle, par exemple, ce que Pierre-Luc disait, c'est que mon personnage, tous les dimanches, dessine la rue Cartier pour être sûr de la connaître par cœur en cas d'évacuation. Il connaît toutes les bouches d'égout, etc. Puis il y a un espace sur la rue Cartier, il y a un bâtiment qui est toujours... les commerçants n'arrivent pas à survivre depuis des ans. Là, ça va, mais pendant plusieurs années, il y a un commerce qui t'a fait jamais plus que 6 mois. Puis je trouvais ça vraiment très drôle parce qu'on est sur une artère principale, c'est passant, c'est un des plus beaux endroits. Bref, mon personnage remarque que aucun commerçant arrive à s'installer là et pour lui, c'est un calvaire là, parce que c'est pas stable. Donc, déjà là, il y a un petit problème avec la spatialité, le fait d'être un peu dans l'inconnu parce qu'il n'y a rien de pire pour lui qu'un bâtiment qui change aux 6 mois. Pour citer Bernard Gervais, il a écrit Les logiques de l'imaginaire, il y a Bertrand, excuse-moi. C'est pas grave. Ah ben, c'est mon autocorrect. Merci beaucoup. Appelons-le Monsieur Gervais. Pour citer Monsieur Gervais, dans Les logiques de l'imaginaire, il dit que le sujet ne meurt jamais seul. Il entraîne avec lui son monde, qui ne peut résister à la catastrophe et s'effondre dans le mouvement même qui emporte son auteur. Je trouvais que c'était tout à fait à propos avec ta question. Je m'étendrai pas tout à fait au risque de dire des énormités. Par contre, je pense que ça montre le caractère construit et éphémère de notre environnement.
des lieux où on vit. C'est un petit peu ça aussi que j'essayais de souligner dans mon roman. Au fond, puis je veux pas stresser personne ici, là, mais... Oui. J'ai perturbé Pierre. Il n'y a pas de problème. Donc c'est ça, je veux pas stresser personne, mais on est tous à un feu, à une inondation, à une guerre ou peu importe, de voir notre univers s'écrouler. Finalement, on tient à bien peu de choses. Je pense que c'est une des choses que Baptiste a très bien comprise, mon personnage. Ce qui fait qu'il se sent en sécurité nulle part, parce que au fond, on sait pas ce qui peut arriver, on sait jamais, surtout quand ça peut arriver. Puis il n'y a rien qui est sécuritaire. Finalement, il se jette corps et âme dans la construction de son bunker, c'est pour échapper à ce constat-là, essayer de créer un lieu qui est peut-être minuscule, mais qui, selon lui, survivrait à tout ça. Puis il y a une redéfinition de l'espace qui est inhérente à cette destruction-là. S'il y a survie après le désastre, c'est que la fin du monde n'a pas vraiment eu lieu, puis il faut exister ailleurs. Puis c'est un peu ce que mon personnage va se retrouver à faire. Sans dire trop, parce que c'est quand même... Je peux faire dérailler votre discussion. Absolument. Parce que je t'ai posé la question ce midi, puis je trouvais que c'était intéressant ce que tu me disais. Certains chapitres de ton roman sont chapeautés par des noms de penseurs, de gens qui ont réfléchi à la catastrophe. Donc, par exemple, ça m'avait marqué un chapitre qui s'intitule « Paul Virilio ». Et moi, je me disais, ça y est, Paul Virilio va venir sauver Baptiste, ou peu importe. Mais Paul Virilio, c'est ça, reste dans son coin. Et là, je regardais, il y a Don Stephens, Le Bourbier. Travailler sur les bunkers, si je ne me trompe pas. Là, dans l'ordre, tout se mélange. Donc, il y a toujours Bon, vous dites que c'est un roman déconnecté du social, mais malgré tout, il y a tout le temps cette espèce d'arrière-plan théorique qui plane au-dessus de l'histoire sans se révéler. Ben justement, j'étais contente que tu me poses la question, en fait, parce que j'ai fait exprès d'avoir des titres de chapitres qui ne correspondent pas tout à fait avec ce qui se déroule dans le chapitre en tant que tel, mais qui ont lien avec ce qui se déroule dans l'histoire et ce que j'essaie de dire. Parce que j'aime bien faire travailler le lecteur, principalement, que justement, la question que tu poses, c'est « J'attendais qu'il arrive et il n'est jamais venu. Pourquoi est-ce là? » Donc, c'est principalement ça que j'ai essayé de faire un jeu avec le lecteur, puis de l'obliger à aller peut-être explorer d'autres avenues. Puis il y a un décalage là, entre le titre du chapitre, par exemple, et ce qui se passe dans le chapitre, donc même si il faut sans doute faire des recherches pour comprendre un peu le sens de ces choses-là. Mais ce décalage-là, toi, tu le revendiques là, dans ta démarche. Ce que tu as déjà dit ailleurs aussi, c'est que tu veux, je sais pas si on pourrait dire inventer des univers, parce que c'est un monde qui est le même que celui qu'on connaît, mais qui s'en écarte un petit peu pour X, Y raison. Donc, tu le tiens un petit peu à distance. Et pour revenir sur la question de la destruction, je me demande si dans l'imaginaire de la destruction qui est mise en place dans ce roman-là et peut-être dans d'autres romans, il y a sans cesse une mise à distance du réel. Je veux dire, c'est des choses qui sont un peu pas invraisemblables, mais qui sont sans doute baroques et exagérées. Là, je pense aussi à la chaise sur la tête, à la petite espèce de maquette avec des personnages miniatures et à d'autres choses qu'on a vues aujourd'hui. Et donc, on n'est pas dans un scénario qui pourrait nécessairement nous arriver demain. En tant qu'être humain, les normaux et pragmatiques. Et donc, je me demande si ce que ça révèle, en fait, c'est que le désastre serait constamment annoncé, mais jamais imminent. C'est comme si on réactivait sans cesse une peur millénaire de laquelle on est assez déconnecté. On est déconnecté des fondements, c'est-à-dire on ne sait pas de quoi on a peur, mais il faut continuer à avoir peur parce que il me semble que ça va dans le sens du monde. Donc, je sais pas s'il y a de ça chez toi un peu aussi. Ça me fait un peu penser à ce que Raphaël, les romans dont Raphaël parlait, c'est-à-dire que l'idée même du suicide est plus intéressante que le suicide. Là. C'est un peu ça, finalement. Puis là, c'est un peu l'idée de la peur qui est plus... L'idée du désastre imminent est plus intéressante que le désastre imminent. Puis, on l'a vu aujourd'hui, l'idée de la peur revient assez souvent dans les textes qui traitent de la destruction dans la littérature, là, avec raison. Là. C'est sûr qu'il n'y a pas de surprise là. Pour moi, la distance avec le réel, pour répondre à ta question, c'est justement... en fait, la distance avec le réel dans l'imaginaire de la destruction, c'est de construire cette destruction-là. Au final, j'en fais ce que j'en veux, alors qu'en temps normal, je la subirais. Je pourrais pas dire à cette poutre, non, ne tombe pas sur moi, tombe à droite, j'ai pas le droit, c'est pas moi qui décide. Tandis que là, en écrivant, je construis la destruction, je choisis qu'est-ce qui explose, je choisis comment mon personnage s'effrite. Déjà là, pour moi, cette distance-là est importante.
Puis, à mon instar, Baptiste va construire en entier sa destruction. Il est l'artisan même de sa petite apocalypse. Tu as tout à fait raison, justement, en disant que le désastre est annoncé, mais pas imminent. Pour citer à nouveau M. Gervais, c'est que l'imaginaire de la fin ne se déploie pas sur le mode de la présence, mais sur ceux de l'absence et de l'attente. Et c'est justement ça aussi mon roman, c'est une longue attente de quelque chose qui n'arrivera jamais, je suis désolée. Le décalage est là, dans l'absurdité de se préparer constamment pour quelque chose qui arrivera peut-être jamais, et que cette préparation-là prenne toute la place. Au fond, ça rend la destruction tangible parce que Baptiste en fait quelque chose de construit, mais surtout d'intellectualisé. C'est une pensée récurrente, c'est une pensée réfléchie, qui façonne sa vie, ses choix, ses destinations, ses dessins, ses fins de semaine. Tout est construit autour d'une imminente destruction, parce qu'il ne pourra pas se fier sur personne, puis qu'il doit vivre par lui-même et être autosuffisant, finalement. L'idée de la fin devient une façon de vivre, une façon de réfléchir. On a tous cette pensée-là d'une mort imminente. Il n'y a personne qui est surpris d'apprendre ça. Sauf que qu'est-ce qui arrive quand on l'applique constamment au quotidien, puis pas dans une perspective là, hédoniste, genre faut profiter de chaque seconde et de chaque moment et de chaque chocolat ingéré, mais dans une perspective où je sais pas quand est-ce que je vais tout perdre, mais j'aimerais ça, contrairement à tout le monde, puisque j'en suis conscient, y être préparé et pouvoir un peu dire à tout le monde, en tout cas, moi j'étais prêt et mourrez doucement, je vous regarde. Et c'est dans ce temps de l'attente-là puis de l'intellectualisation que ton livre est possible, parce que sinon, il n'y aurait pas de littérature. Et ça m'amène à te poser la question. Ça peut avoir de l'air vraiment, vraiment évident, en fait, de dire qu'on ne peut pas raconter la destruction. Parce que, en fait, la destruction, pendant qu'elle est en train d'arriver, peut-être qu'il y aurait une certaine narration qui serait possible, mais qui resterait complètement déconnectée de cette même destruction-là. Parce que c'est un peu l'irreprésentable d'une certaine manière, parce qu'il faudrait y aller dans le chaos de la langue, dans la déconstruction la plus complète, et là on n'aurait plus un roman, on aurait une espèce d'œuvre d'art abstraite qui se rapprocherait sans doute davantage des arts visuels que de la littérature. Et ça me rappelle ce qu'on disait ce matin, c'est que l'écriture, en fait, dans la plupart des œuvres dont on a traité aujourd'hui, n'est pas touchée par la destruction. Elle reste très solide. Sans doute parce que le langage est quelque chose de référentiel, donc de conceptuel aussi. Est-ce que, bon, je mets en contexte, le narrateur du roman est non fiable. Ce qu'on découvre assez rapidement, ce n'est pas un suspense narratif de longue haleine. Donc on ne peut pas se fier à ce qu'il nous raconte parce qu'il est troublé, tourmenté. Est-ce que cette non-fiabilité-là serait pas un certain compromis avec l'irreprésentabilité de la destruction pour toi, d'une certaine manière, donc une façon de thématiser dans l'écriture, dans la narration, l'aspect qu'on n'est pas capable de représenter autrement? Mais c'est une bonne question, ça, Pierre-Luc. Qui n'était pas dans la préparation. Qui n'était pas dans la préparation. Je pense que oui. Je vais arrêter là. OK. Oui, mais en fait, c'est quelque chose que j'ai beaucoup dans les textes qui parlent du désastre ou de la fin du monde, etc. C'est quelque chose qui revient beaucoup, cette idée de non possible, finalement, de comment je fais pour raconter quelque chose où personne serait là pour la raconter, finalement. Je pense que à ce moment-là, le choix d'avoir un narrateur non fiable devient un peu essentiel, justement parce qu'au départ, avec le lecteur, le pacte peut pas exister comme un pacte de vérité, comme un pacte de réalisme. Donc, je pense que oui, je pense que par défaut, on doit un peu se tourner vers quelque chose, un narrateur non fiable. Il faut que je vérifie un truc avant de dire des bêtises, mais oui. Donc, le narrateur est non fiable parce qu'il raconte de façon autodiégétique. Donc, ça, on l'a vu ce matin aussi. Je pense que dans la plupart des exemples qui ont été amenés de narration autodiégétique, il y avait une certaine part de non-fiabilité parce que, justement, on est avec des personnages qui sont soit marginaux à l'extrême, donc un peu improbables ou désaxés ou complètement fous, jusqu'à un certain point du roman où tu abandonnes le
le narrateur autodiégétique. Et là, on passe vers une narration... Mais il n'est pas plus fiable. Non, il n'est pas plus fiable, justement, mais c'est là-dessus que je voulais t'entendre, en fait, parce que là, celui-là, ben, en fait, il pourrait être plus fiable dans la mesure où il y a une autorité plus grande en raison de son détachement par rapport à l'histoire, mais c'est un narrateur hautement ironique qui se permet des commentaires désobligeants sur le personnage qu'il regarde et qu'il est en train d'observer. En fait, un narrateur qui se distancie un peu de ce qu'il est en train de raconter, donc comme s'il n'était pas lui-même totalement maître d'œuvre de ce qu'il était en train de nous transmettre, même s'il n'est pas représenté. Il est un peu subissant, là. Lui aussi, puis c'est ça que je trouve particulièrement intéressant parce que tu aurais pu, à ce moment-là du roman, puis là, je veux pas qu'on le réécrive ensemble devant tout le monde, mais ça aurait été possible, de toute façon, de faire ce changement-là vers le narrateur non représenté et de montrer plutôt la non-fiabilité du premier personnage, ce qui est fait d'une certaine manière, mais dans une posture qui n'est pas plus autoritaire au final, parce qu'elle reste, elle aussi, un peu à la merci de la destruction. Ouais, il y a peu de choses de fiables, finalement, ça dit comme ça. Mais pour ce qui est de la première partie, en fait, c'est ça, on est narré au jeu, puis je pense que l'utilité dans ces moments-là d'avoir un narrateur non fiable, c'est que le personnage, pour moi, est un peu conscient de son délire et du fait qu'il pousse peut-être un peu à l'extrême ses convictions. Puis c'est ce qu'on voit un peu dans la deuxième partie, c'est-à-dire que dans ma deuxième partie, j'ai un narrateur qui raconte le premier personnage, finalement. Donc, il se trouve à mettre de l'avant ses défauts, ses extrêmes que le lecteur avait très bien compris par lui-même dans la première partie. Sauf que pour moi, ça n'aurait pas été intéressant d'avoir, comme tu disais, quelque chose de plus... une posture plus affirmée. Qui ferait le point d'une certaine manière, qui donnerait l'heure juste. Parce que, ça aurait été difficile de le faire sans prendre le lecteur pour un débile, pour y expliquer, pour lui dire, écoutez, le personnage précédent exagère, ce n'est pas la vraie vie, c'est pas quelque chose que j'aurais trouvé pertinent. Puis ensuite, ça oblige aussi le lecteur à se demander, au final, est-ce que c'est pas deux fois le même personnage qui me raconte la même chose? Puis je pense que c'est là que le jeu dans l'histoire est intéressant, parce qu'on embarque, ça oblige le lecteur à embarquer dans la même spirale que le personnage, finalement. Parce qu'en se faisant raconter un peu deux fois la même histoire, on embarque dans le délire, on entend deux voix différentes qui nous racontent la même histoire, mais juste assez décalée pour qu'il y ait une distorsion. Donc on voit flou comme Baptiste perçoit la réalité floue. Donc j'oblige un peu le lecteur à vivre ce que mon personnage vit. C'est pas un artisan dans la mesure où on l'a vu ce matin, je sais plus qui parlait de ça, mais l'artisan, en ramenant le mot artisanat, donc comme quelque chose qu'on construit, quelque chose qui prend du temps dans la patience. Lui, c'est un artisan parce que finalement, il va tellement sombrer dans la paranoïa qu'il va créer sa propre destruction. Artisan de sa paranoïa. Dans son... Au départ, l'idée est bonne, c'est se construire un bunker dans un 3,5, c'est pas mauvais. J'imagine que ça dépend du point de vue. En fait, j'aurais peut-être une dernière question pour revenir sur... une dernière question, puis si vous voulez réagir après, c'est parfait. Pour revenir un peu sur le titre qu'on a donné à notre intervention, à notre entretien. Donc, tapis dans mon bunker, je graverai sur le sol qu'il est inutile de courir. Bon, ça, c'est d'une certaine manière la justification que Baptiste fait de toute sa préparation. Donc, c'est grâce à sa préparation minutieuse qu'il va pouvoir survivre. Ça sert à rien de courir de toute façon quand la fin du monde arrivera. Donc, démerdez-vous, mortel personnage. Ouais, dans le fond, parce qu'il est extrêmement misanthrope. Sous-titre, écrire l'obsession et ses fins du monde. C'est ce que je trouvais intéressant, entre autres choses, parce qu'il y a plein de choses intéressantes, mais dans le livre en particulier, c'est que il y a une impossibilité, je l'ai dit, de raconter, décrire la folie, d'écrire l'obsession avec le langage qui serait intelligible, parce que ça reste dans le non-verbal, ce genre de schéma de pensée-là. Mais comment est-ce qu'on peut raconter quand même, à ton avis, puis dans ton expérience, comment est-ce que c'est possible de raconter la folie, l'obsession et la fin du monde dans le cadre d'un roman qui serait intelligible? Oui, je vais être autoréférentiel en citant Pierre-Luc. Cette question-là a été abordée au Salon du livre de Montréal cet automne, en fait. Pierre-Luc a publié avec Cassie, d'ailleurs, Il n'y a que les fous.
Et la table ronde est animée par Jean-François, donc on est c'est très... ça, on est très, très, très... Ouais, c'est ça! On va parler de nous ici, là. Puis à moins d'une erreur de ma part, les auteurs en étaient tous venus à nommer la façon dont eux avaient travaillé cette folie-là, mais tous étaient un petit peu mal pris par rapport à cette question-là, de comment traiter de la folie. Moi, je dirais que je pense que cette folie-là, l'important, c'est principalement de la sentir à la lecture. C'est pas nécessairement la façon dont ça va être écrit, le choix des mots, etc. C'est pas puis ça, c'est vrai pour beaucoup de choses, mais c'est pas en affirmant que quelqu'un est fou qu'il est nécessairement. C'est en le voyant agir selon ce que nous, on croit être la norme, ce qui a été discuté aujourd'hui d'ailleurs, l'espèce de décalage par rapport à la normalité qui est choisie par plusieurs personnages. Je pense que la langue peut être très construite, je pense que c'est le cas, sans prétention, dans le plan, mais cette langue-là, malgré qu'elle soit bien construite, laisse beaucoup de place à l'étrange. Il y a dans les actes de Baptiste le décalage que je trouve entre le possible et l'exagération. Tout le monde se fait cuire un repas congelé, mais c'est pas tout le monde qui va regarder les bulles d'eau évaporées collées contre la pellicule avec un plaisir particulier, je vais dire ça comme ça. Je pense que pour raconter la folie, l'obsession, la fin du monde, il faut avoir, en tout cas dans mon cas, j'ai besoin d'une certaine légèreté dans cette appréhension de ces réalités-là. Du moins, j'avais pas envie de faire autrement parce que je voulais pas tomber dans le pathos, dans l'espèce de déchirement. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je voulais montrer que, à force de vouloir se construire des bunkers, des plans, au final, on va détruire ce qu'on croyait un peu être notre vie parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à réfléchir parce que à quel point on a besoin de s'isoler pour se prémunir contre quelque chose qui est annoncé mais pas imminent. Puis d'en faire le point central de notre vie. Il y a une question à poser là parce qu'aujourd'hui, c'est justement ce qu'on a vu aussi. Il y a beaucoup de personnages qui vont s'automutiler, qui vont adopter des modes de vie particuliers en réponse à un monde qui leur convient pas. Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Bref, moi je préfère être un petit peu insouciante, ça me laisse plus de place pour réfléchir. Mais je voudrais pas poser une autre question parce que je voudrais laisser cette dernière phrase résonner, mais si vous voulez réagir puis essayer de... on peut faire plein de liens avec plein de choses dont on a parlé aujourd'hui, évidemment, là.